Hello, welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. Salut, moi c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Anita qui s'intitule « J'ai dit à ma famille qu'on devait réduire notre train de vie si elle voulait que je continue à payer leur prêt immobilier. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé la serrure changée et mes valises dehors. Réfléchis à ton comportement, m'ont-ils dit. Alors j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. Bref, tout a commencé alors que je vivais ma meilleure vie, à 28 ans. Je m'appelle Anita et honnêtement, à l'époque, tout allait plutôt bien pour moi. J'avais un bon poste dans une grande entreprise. Rien d'exceptionnel mais ça payait bien, même plus que ce qu'il fallait. Je gagnais assez pour louer un joli petit appart en centre-ville et il me restait de quoi me faire plaisir. Depuis des mois, je rêvais d'acheter mon propre logement. Vous voyez le genre, marre de jeter de l'argent par les fenêtres chaque mois alors que je pourrais investir dans quelque chose à moi. J'avais ouvert un livret d'épargne rien que pour ça. Tous les mois, j'y mettais ce que je pouvais. Voir les chiffres monter, c'était grisant. J'avais enfin l'impression d'avancer. Mon appart n'était pas immense, mais il était à moi. Enfin, loué, mais vous voyez ce que je veux dire. Je rentrais du boulot, j'enlevais mes chaussures, je commandais un truc à manger si j'avais la flemme de cuisiner, et personne pour me déranger. C'était tranquille. J'avais trouvé mon rythme, boulot la semaine, sortie entre amis le week-end, un peu de série, de détente. Pour la première fois depuis des années, ma vie était stable. Je ne stressais plus pour l'argent comme avant. Je pouvais enfin faire des projets, au lieu de survivre au jour le jour. Mon compte épargne en était la preuve. Chaque versement me rapprochait un peu plus de mon rêve. Puis, un soir de mardi, ma mère m'a appelé. Je m'en souviens, je regardais une émission de cuisine et je pensais à ce que j'allais préparer. Quand j'ai vu son nom s'afficher, j'ai failli ne pas répondre. Pas parce que je ne voulais pas lui parler, mais elle appelle d'habitude le week-end. Un appel en pleine semaine, c'était étrange. « Anita, ma chérie, il faut qu'on parle », m'a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Sa voix tremblait, comme si elle venait de pleurer ou allait fondre en larmes. « Qu'est-ce qu'il se passe, maman ?» ai-je demandé en baissant le son de la télé. « Tu peux venir ce soir ? Ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important. » Je savais que je n'en saurais pas plus au téléphone. Alors j'ai pris mes clés et j'ai filé chez eux. Ils habitent à une vingtaine de minutes de mon appart, dans une banlieue tranquille où j'ai grandi. Pas luxueux, mais agréable, avec de belles maisons et des écoles correctes. Quand je suis arrivée, ils étaient tous les deux assis à la table de la cuisine. Ma mère avait les yeux rouges et gonflés, et mon père avait l'air d'avoir pris 10 ans en quelques semaines. Il y avait des mouchoirs partout sur la table et 2 tasses vides. « Assieds-toi, ma chérie », m'a dit ma mère en désignant la chaise en face d'eux. Je me suis assise, le stress montant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous me faites peur. Mon père s'est éclairci la gorge et a baissé les yeux. Je vais être licencié. La phrase m'a coupé le souffle. Mon père travaillait dans la même usine depuis près de 20 ans. Un type sérieux, toujours ponctuel, jamais de vagues. Comment pouvait-il le virer ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? ai-je balbutié. Fin du mois prochain, a-t-il répondu, la voix basse. Il ferme tout le service. Il délocalise à l'étranger, c'est moins cher. 47 personnes vont perdre leur emploi. Ma mère lui a pris la main. Ce n'est pas tout, ma puce. Je l'ai regardé, redoutant la suite. J'ai de plus en plus de douleurs au dos. Le médecin dit que je dois réduire mes heures au travail. Je n'arrive plus à faire des journées complètes au restaurant. Certains jours, je peux à peine rester debout quelques heures. J'avais l'impression que la pièce tournait. Tous les 200 revenus stables, en même temps. Et les aides chômage ? Et pour ton dos, il n'y a pas de solution ? Mon père a secoué la tête. Le chômage ne couvrira pas assez. Et ta mère voit des médecins depuis des mois. Il faudrait une opération, mais même avec la mutuelle, on n'a pas les moyens. On est déjà en retard sur le crédit de la maison, a ajouté ma mère, la voix brisée. 2 mois de retard. Si on ne rattrape pas vite, on risque de la perdre. Cette maison où j'avais grandi, qu'il payait depuis 15 ans. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Il vous faut combien ? ai-je demandé, même si je redoutais la réponse. 1800 € par mois, juste pour le prêt, a dit mon père. Et puis il y a les factures, les courses, les soins de ta mère. 1800 €. Plus de la moitié de ce que je touchais chaque mois. Mais en voyant leurs visages, ceux de mes parents, qui m'avaient élevé, nourri, soutenu pendant mes études, je ne pouvais pas refuser. D'accord, ai-je entendu ma voix dire. Je vais vous aider pour le prêt, mais c'est temporaire, le temps que papa retrouve un travail et que maman aille mieux. Le soulagement a été immédiat.
Ma mère a fondu en larmes, mais cette fois, de soulagement. Mon père s'est levé et m'a serré dans ses bras si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Merci ma chérie, a murmuré papa. On te remboursera dès qu'on sera à nouveau sur pied. J'ai hoché la tête, mais dans ma tête, je faisais déjà les comptes. 1800 € pour leur prêt immobilier, plus mon propre loyer, plus toutes mes dépenses. Mon compte épargne allait cesser de grandir. En fait, j'allais sûrement devoir y puiser rien que pour m'en sortir. Mais c'étaient mes parents. La famille aide la famille, non? C'est ce que je me disais en leur rédigeant un chèque ce soir-là pour la première mensualité. Les premiers mois ont été un enfer. Ce qui n'était au départ qu'une aide pour le prêt est vite devenu un gouffre. Le chauffe-eau est tombé en panne. Puis c'est le frigo qui a commencé à lâcher. Ensuite, le toit a fui pendant un orage. Toutes les 2 ou 3 semaines, une nouvelle urgence. Une nouvelle dépense. Et à chaque fois, c'est moi qui réglais. Papa a fini par trouver un boulot comme agent de sécurité dans un supermarché du coin, mais c'était des nuits au SMIC. Une misère comparée à ce qu'il gagnait à l'usine. Maman, elle, souffrait de plus en plus. Elle ne tenait même plus une demi-journée au restaurant. Certains jours, elle rentrait en pleurs à cause de la douleur. Au bout de 4 mois, j'étais au bord du gouffre. J'avais déjà brûlé 10 000 € de mes économies et je commençais à taper dans ce qui restait juste pour payer mon loyer et mes frais de base. Je ne pouvais plus continuer à vivre seule et les soutenir financièrement. Quand mes parents m'ont proposé de revenir vivre chez eux temporairement pour économiser le loyer, j'ai compris que je n'avais pas le choix. C'est juste pour un moment, avait dit maman. Le temps qu'on se remette sur pied. Et voilà, à 28 ans, je retournais dans ma chambre d'enfant, comme si j'avais raté ma vie. Je me répétais que c'était temporaire. Mes parents, eux, étaient vraiment reconnaissants. Maman cuisinait tous les soirs, et je dois avouer que c'était agréable de rentrer du travail sans avoir à réfléchir au dîner. Pendant 2 mois, on a tenu une certaine routine. Je finançais tout, mais au moins, je ne payais plus de loyer. Papa faisait ses nuits de sécurité. Maman faisait ce qu'elle pouvait. Et moi, je couvrais le reste. Ce n'était pas idéal, mais c'était vivable. Jusqu'au jour où je suis rentrée du travail et j'ai vu des valises dans le salon. Mon frère aîné, Jacques, était là, assis sur le canapé avec sa femme Sophie et leur fils de 3 ans, Tom. Je ne les avais pas vus depuis des mois. Ils habitaient à 2 heures d'ici, dans une autre ville. Jacques avait l'air gêné. Sophie, agacée. Et Tom courait partout comme un petit fou. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en regardant les bagages. Jacques s'est frotté la nuque. J'ai perdu mon boulot la semaine dernière. On ne peut plus payer le loyer, donc on va rester ici un moment, le temps que je retrouve du travail. Mes parents étaient littéralement ravis d'avoir leur petit-fils à la maison. Et immédiatement, ils m'ont demandé de déménager dans la petite chambre d'amis pour que Jacques et sa famille aient la plus grande. Parce que, visiblement, avoir un enfant en bas âge valait plus que celle qui payait toutes les factures. Le chaos s'est installé. Tom pleurait sans arrêt, surtout la nuit. Il avait de gros problèmes de sommeil, et les murs de la maison étaient en papier. Je dormais à peine 4 heures par nuit, puis j'enchaînais au boulot, épuisé. Jacques passait ses journées à chercher vaguement du travail pendant que Sophie râlait sur tout. La maison trop petite. Le quartier trop calme. Pas assez d'eau chaude pour tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, on me réclamait encore plus d'argent. Il va falloir augmenter le budget course, m'a dit maman un matin. À 7, ça commence à serrer. Un soir, j'ai refait mes comptes. Tout mon salaire partait pour faire vivre la famille. Chaque centime. Mon rêve d'acheter une maison? Enterré. Il me restait encore mes 50 000 € d'économie, que je refusais de toucher, mais tout le reste avait fondu. Jacques a fini par décrocher un job à mi-temps dans un entrepôt, juste les matins. Il prétendait chercher mieux l'après-midi, mais en réalité, lui et Sophie passaient leur temps à voir des amis ou traîner au centre commercial, laissant Tom à mes parents. Puis j'ai remarqué les habitudes de Sophie. Elle rentrait avec des sacs de shopping, des sacs à main de luxe, des fringues neuves, des bijoux. Des marques hors de prix. Bien plus que ce que je dépensais pour un mois entier de courses. Un jour, je lui ai demandé « Où tu as trouvé l'argent pour ce sac ?» « Ça ne te regarde pas », a-t-elle lancé sèchement. J'ai pas à me justifier. C'est là que je suis allée voir maman seule dans la cuisine. « Maman, combien Jacques vous donne pour les dépenses? Pour le loyer, la nourriture ?» Elle a baissé les yeux, mal à l'aise. « Eh bien, il ne peut pas vraiment contribuer pour l'instant. Son job ne paie pas grand-chose et ils ont leurs propres dépenses. » Alors, résumons.
Je travaillais à temps plein, je dépensais l'intégralité de mon salaire pour faire vivre cette personne, y compris la famille de Jacques, pendant que sa femme claquait son argent dans des articles de luxe. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Un soir, j'ai mis le sujet sur la table pendant le dîner. Jacques, tu ne penses pas que tu devrais contribuer un minimum aux dépenses? On vit tous sous le même toit, et pendant que Sophie achète des trucs hors de prix, c'est moi qui paie toute la nourriture. À peine avais-je suggéré que Jacques pourrait aider un peu plus tôt que de laisser sa femme tout dépenser dans des sacs de luxe que tout a explosé. Jacques s'est mis à crier. « Occupe-toi de tes affaires, Anita. Ce que je fais de mon argent ne te regarde pas. » Sophie hochait la tête à côté. Elle est juste avare. Obsédée par l'argent. Tout tourne autour des euros avec elle. J'ai répliqué. Évidemment que ça me regarde. Je suis la seule à rapporter de l'argent ici. Et mes parents, au lieu de me soutenir, ont pris leur parti. Ils ont dit que j'étais ingrate. Que c'était mon devoir d'aider la famille, pas quelque chose à mettre en avant. Allons tous manger une pizza pour en discuter calmement, a dit Jacques en se levant. Et bien sûr, par tous, il voulait dire tout le monde, sauf moi. Mes parents, Jacques et Sophie ont mis leur manteau et sont sortis. Ils ont laissé Tom derrière eux, parce que visiblement un enfant de 3 ans aurait gâché leur petite discussion tranquille. Alors j'étais là, seule dans la maison, à garder un enfant fatigué qui n'était même pas le mien, pendant que le reste de ma famille allait dîner dehors, avec mon argent, sûrement pour se plaindre de moi et de mon égoïsme. Assise sur le canapé à regarder Tom jouer avec ses jouets, j'ai pris conscience à quel point tout était devenu absurde. J'étais devenue une sorte de distributeur automatique vivant, avec service de garde d'enfants inclus. Et pourtant, c'était moi la méchante parce que je posais des questions sur l'argent. Les mois suivants ont été un enfer. Jacques a gardé son job à mi-temps à l'entrepôt, mais il n'a jamais vraiment cherché autre chose. Avec Sophie, il partait en recherche d'emploi pendant des heures, et revenait toujours avec des sacs pleins. Elle continuait d'acheter des articles de marque hors de prix pendant que moi, je payais tout, prêts, factures, courses, tout. Quand décembre est arrivé, j'étais à bout. Je bossais à temps plein, je rentrais dans une maison pleine de gens qui me traitaient comme si j'étais invisible, alors que je finançais leur vie entière. Un samedi matin, maman a frappé à ma porte. « Viens en bas, on a une réunion de famille. » Tout le monde était déjà dans le salon quand je suis descendue. On parlait des vacances de Noël, a dit maman avec un sourire forcé. J'ai failli éclater de rire. Des vacances? On arrive à peine à payer l'électricité. C'est justement ce dont on voulait parler, a dit papa. On pense que la famille devrait partir en vrai voyage cette année. Hawaï, ce serait parfait. Hawaï? Je les ai regardés, stupéfaites. Vous êtes sérieux? Sophie s'est penchée en avant, toute excitée. Il y a de super offres en ce moment. Ce serait génial pour Tom de voir l'océan. Combien? Ai-je demandé, en redoutant la réponse. Environ 12 000 € pour tout le monde, a dit maman. On sait que tu as ton compte épargne, les 50 000 €. Comparé à ça, 12 000 € c'est pas énorme. Je n'en revenais pas. Il voulait que je vide mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pendant des années, pour des vacances en famille à Hawaï. Cet argent, c'est pour acheter une maison, ai-je dit lentement. Ce n'est pas pour financer des vacances. Mais on est une famille, a dit Sophie. Tu ne trouves pas qu'on mérite un peu de répit après cette année difficile? Une année difficile? Je l'ai regardé. Tu n'as pas travaillé un seul jour depuis que tu es ici. Tu dépenses le salaire de Jacques en sacs de luxe pendant que je paie pour votre nourriture et votre toit. Jacques a rougi. Et voilà qu'elle recommence avec ses histoires d'argent. Oui, je parle d'argent. Parce que je suis la seule ici à qui ça importe. Je paie tout. C'est ce que fait une famille, a dit maman. Et là, on te demande juste de nous aider à créer de beaux souvenirs. La réponse est non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas dépenser l'argent de ma maison pour vos vacances. Débrouillez-vous. Ils m'ont tous regardé comme si je venais de les gifler. Le silence s'est installé, seulement rompu par Tom jouant au sol. Réfléchis Y, a dit maman doucement. Noël, c'est la famille. Peut-être que tu changeras d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Je dépense déjà chaque centime que je gagne pour vous. Mes économies sont hors limite. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je les entendais parler en bas. Probablement en train de dire que j'étais une égoïste sans cœur, parce que je ne voulais pas financer leurs rêves ensoleillés. C'était samedi. Le dimanche a été glacial. Tous me lançaient des regards noirs et des remarques à peine voilées. Je me suis dit qu'ils finiraient par digérer. Et que tout redeviendrait comme avant, moi qui paie tout, eux qui critiquent mon comportement.
Lundi matin, je suis partie travailler comme d'habitude. La journée avait été longue et j'avais hâte de rentrer, manger un plat de maman, peut-être regarder un peu la télé avant de dormir. Il restait au moins ça, quelques petits avantages à vivre chez mes parents, même si tout le reste était un cauchemar. Mais en arrivant dans l'allée, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des sacs poubelles posés près de la porte d'entrée. En m'approchant, j'ai compris que ce n'étaient pas des ordures. C'étaient mes affaires. Mes vêtements, mes livres, mes effets personnels, tous jetés dans des sacs en plastique comme des déchets. J'ai essayé de mettre ma clé dans la serrure, mais elle ne tournait plus. Ils avaient changé la serrure. J'ai tambouriné à la porte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouvrez! Au bout de quelques minutes, la porte s'est entrebâillée, bloquée par la chaîne de sécurité. J'ai vu le visage de maman dans l'ouverture. Derrière elle, papa, Jacques et Sophie. C'est quoi ça? Ai-je demandé en montrant les sacs. Pourquoi mes affaires sont dehors? La voix de maman était glaciale. On pense que tu as besoin de réfléchir à ton comportement. Tu es égoïste et ingrate. Tu mets l'argent au-dessus de la famille. Vous me virez parce que je ne veux pas payer vos vacances? On te laisse le temps de réfléchir, a dit papa derrière elle. Quand tu comprendras que la famille passe avant tout et que tu seras prête à aider pour le voyage à Hawaï, on reparlera de ton retour. Je les ai fixés à travers ce petit espace de porte. Ces gens que je soutenais depuis des mois, qui vivaient grâce à mon salaire, étaient littéralement en train de me foutre dehors parce que je refusais de piocher dans mes économies pour leurs vacances. Vous êtes sérieux? Vous me mettez vraiment à la porte? Réfléchis à ce qui est vraiment important, a dit maman. On t'attendra quand tu reviendras à la raison. Et elle m'a claqué la porte au nez. Je suis restée là, 1 minute, à regarder mes affaires éparpillées dans des sacs poubelles. J'essayais de réaliser ce qui venait de se passer. Mes propres parents m'avaient mise dehors parce que je ne voulais pas leur donner 12 000 € pour une escapade à Hawaï. Au début, j'ai eu envie de pleurer. Puis, de frapper à la porte et hurler. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai souri. Puis j'ai éclaté de rire. Ils pensaient me punir, mais en réalité, ils venaient de faire ce que je n'avais jamais eu la force ou le courage de faire moi-même. Ils m'avaient libérée. J'ai chargé toutes mes affaires dans ma voiture et je suis allée chez mon amie Lisa. Elle m'avait toujours dit que si jamais j'avais besoin d'un endroit où dormir, sa porte serait ouverte. Quand je suis arrivée avec mes sacs et que je lui ai expliqué, elle a secoué la tête. Ta famille est cinglée, a-t-elle dit en m'aidant à tout porter. Mais honnêtement, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Cette nuit-là, en dormant dans la chambre d'amis de Lisa, je me suis sentie mieux que depuis des mois. J'étais libre. Et c'était merveilleux. J'ai passé quelques jours chez elle, et c'était comme sortir d'un cauchemar. Personne pour me demander de l'argent. Pas de bébé qui pleure la nuit. Pas de réflexion passive-agressive sur les devoirs familiaux. Je pouvais enfin penser clairement. Pour la première fois depuis longtemps. Lisa vivait dans une grande maison, avec de l'espace. Elle m'a dit que je pouvais rester autant que je voulais. Mais je ne voulais pas dépendre de quelqu'un d'autre, alors j'ai commencé à chercher un appartement. C'était étrange de regarder à nouveau des annonces après avoir vécu chez mes parents. Mais c'était aussi excitant. Sans cette personne à entretenir, je pouvais me permettre un logement correct. En quelques jours, j'ai trouvé un joli T2 dans un bon quartier. Le loyer était raisonnable. J'ai versé la compte tout de suite. Emménager a été un moment de pure joie. Mon espace, mes règles, ma vie. Je mangeais ce que je voulais. Je regardais ce que je voulais. Je dormais quand je voulais. Personne pour me demander de l'argent. Personne pour me faire culpabiliser parce que je mettais des limites. Pendant une semaine entière, c'était le bonheur. Aucun appel, aucun message, rien de ma famille. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être s'en tenir à leurs décisions et me laisser tranquille, jusqu'à ce que je revienne avec mon carnet de chèques. Puis l'échéance du prêt est arrivée. Mon téléphone a sonné un mardi matin. Le nom de maman s'est affiché. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Anita, ma chérie, c'est le moment du virement pour le prêt, a-t-elle dit comme si de rien n'était. Comme si elle ne m'avait pas viré de chez elle une semaine plus tôt. J'ai éclaté de rire. Tu plaisantes là? Quoi? Le paiement est dû. On attend la somme habituelle. Maman, vous m'avez mise à la porte. Vous avez changé les serrures et balancé mes affaires dans des sacs poubelles. Pourquoi tu penses que je paierai encore vos factures? Silence. Puis sa voix est devenue plus paniquée. Mais on n'a pas l'argent. Tu sais qu'on ne peut pas payer sans ton aide. Vous auriez dû y penser avant de me punir parce que je ne voulais pas financer vos vacances exotiques.
Anita, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment d'être mesquine. On risque de perdre la maison. Alors peut-être que Jacques devrait chercher un vrai travail. Ou que Sophie arrête d'acheter des sacs de marque et mette la main à la poche. Vous avez des options. Vous ne voulez juste pas les utiliser. Mais Noël approche. A dit maman, la voix plus douce, presque manipulatrice. Ce n'est pas le moment pour les disputes familiales. On devrait être unis. Tu as raison. Ce n'est pas le moment de se disputer. Alors je ne vais pas me disputer. Je ne paierai plus vos factures. Point. Et si on s'asseyait tous pour en parler? Tu pourrais revenir à la maison, repartir sur de bonnes bases. Absolument pas. Je ne reviendrai pas et je ne vous donnerai plus un seul centime. Vous avez fait votre choix le jour où vous m'avez mise dehors. Maman est restée silencieuse un long moment. Tu ne peux pas être sérieuse. Si, je le suis. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué son numéro immédiatement. Puis j'ai bloqué celui de papa, de Jacques et de Sophie. Je les ai aussi bloqués sur les réseaux sociaux. C'était fini. Je coupais les ponts. Ils ont tenté de rappeler depuis d'autres numéros. Des messages vocaux, des textos. Toujours les mêmes discours culpabilisants sur la famille, les obligations, mon soi-disant égoïsme. J'ai tout supprimé, sans écouter, sans lire. Au bout de quelques semaines, plus rien. Ils ont dû finir par comprendre que je ne céderais pas. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai quitté la maison. Ma vie a totalement changé. Et je l'adore. Je recommence à épargner. Vraiment épargner. Pas juste regarder mon argent disparaître dans un gouffre familial. Mon compte d'épargne grossit pour la première fois depuis plus d'1 an. J'ai encore quelques nouvelles par des cousins. Papa et maman ont dû prendre des petits boulots en plus pour payer les factures. Papa bosse maintenant sur 2 postes à mi-temps et maman force malgré ses douleurs pour faire plus d'heures. Jacques a enfin décroché un travail à temps plein parce qu'il n'avait plus le choix. Apparemment, ils passent leur temps à me critiquer. Je serais égoïste, ingrate et tout le reste. Mais vous savez quoi? Ils ne meurent pas de faim. Ils ne dorment pas dans la rue. Ils ont trouvé comment s'en sortir, quand ils ont dû. Ils préféraient juste me garder comme distributeur automatique personnel. C'était plus pratique. Une cousine m'a dit qu'il me dénigrait auprès de toute la famille élargie. Certains proches m'ont même contacté pour me dire que je devrais me réconcilier avec mes parents. Que la famille, c'est plus important que l'argent. À cela, je réponds simplement. Si vous tenez tant à la famille, vous êtes les bienvenus pour commencer à payer leurs prêts immobiliers. Le plus drôle dans tout ça? Je ne suis même plus en colère. Au début, j'étais furieuse de la manière dont ils m'avaient utilisée et traitée. Mais aujourd'hui, je me sens surtout soulagée. Ils m'ont rendu un immense service en me mettant dehors. Je n'aurais jamais eu le courage de partir toute seule. J'étais bien trop coincée dans la culpabilité et le devoir familial. J'ai recommencé à sortir, à faire des rencontres, chose impensable quand je vivais dans ma chambre d'enfant à supporter cette personne. Je refais des projets. Je regarde à nouveau les annonces immobilières. Mes 50 000 € sont toujours là, intacts, à fructifier, et j'y ajoute chaque mois un peu plus. Parfois, je me demande s'ils finiront par s'excuser, admettre qu'ils ont eu tort. Mais honnêtement, je crois que même s'ils le faisaient, je ne voudrais pas les revoir dans ma vie. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment, au moment où ils ont cru pouvoir me manipuler avec la culpabilité et la pression familiale. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. J'ai mon chez-moi, mon argent, mes choix. Personne ne peut me faire culpabiliser parce que j'ai des limites ou parce que je veux garder ce que je gagne. Mes parents m'ont appris une grande leçon. Pas celle qu'ils pensaient, mais une bien plus précieuse. Ils m'ont appris que parfois, ceux qui prétendent t'aimer le plus sont ceux qui profiteront de toi sans scrupule. Et ils m'ont appris que je suis bien plus forte que je ne le pensais. Je n'ai pas besoin de leur approbation, ni de leur présence dans ma vie pour être heureuse. Je vais très bien toute seule. Merci bien.